d'accord, donc je vais lire mes notes. J'ai envie de faire les choses bien. 42 fièvre, j'y vais. Faut que je passe par la fenêtre, j'y vais. Faut que j'aille à pied, j'y vais. Bonjour, bienvenue sur ASAP, le média de l'entreprise qui bouge. Comme vous le savez, ici on parle de santé, de sport et de bien-être en entreprise. Et aujourd'hui, on va répondre à une question, pourquoi ne voit-on pas venir le burn-out? Alors le burn-out prend de plus en plus de place dans les entreprises. Et pour répondre à cette question, j'ai invité Manuela Braud. Elle est psychologue, elle est chercheure, elle est docteure et elle est notamment connue pour ses travaux sur la résilience psychologique et les traumatismes. Est-ce que les personnes voient venir le burn-out ou pas du tout? Pas du tout, mais alors pas du tout. C'est vraiment des signes invisibles et comme on est dans une société où en plus le fait de s'écouter, c'est souvent assez mal vu et que c'est des personnes hyper engagées, en général, elles y vont, elles tiennent, elles tiennent, elles tiennent et elles se disent: «Bon non, bah, c'est pas grave, j'ai mal aux dents, c'est pas grave, je prendrai rendez-vous chez le dentiste plus tard» et elles voient rien. Ok, donc elles comprennent pas du tout ce qu'il leur arrive. Non, elles comprennent pas du tout parce qu'elles sont vues comme des piliers dans leur entreprise. Donc comme c'est elles qui tiennent, c'est elles les modèles, c'est elles, tout le monde se réfère à elles, en fait. C'est celles qui tiennent le la boîte. Ben non, elles se rendent compte de rien. C'est les meilleures. Comment on peut aller mal sans s'en rendre compte? Alors, c'est important ce que tu dis parce que c'est pas vraiment qu'on s'en rend pas compte, c'est qu'on ne veut pas voir les signaux. Souvent, le corps, il envoie des signaux avant. Ça peut être de la fatigue, mais ça peut être, le corps. Souvent, le corps, il parle avant, il te dit: «J'ai mal ci, j'ai mal là» et en fait, on Donc ne c'est veut pas les progressif. écouter. C'est hyper progressif et en fait, ça génère une accumulation de micro-adaptations. C'est-à-dire que je suis fatiguée, je suis stressée à cause du travail, je repense à un dossier que j'arrive pas à rendre, je me réveille à 4 heures du mat. Du coup, à 4 heures du mat dans mon lit, je suis en train de prendre des notes, ta ta ta, solution, problème, solution en 4 étapes. Je suis hyper content et en plus, je suis satisfait de moi. J'arrive au boulot le matin, je suis une machine de guerre et je règle le problème. Manuela, quels sont les premiers signaux, justement, qu'on ignore lors d'un burn-out? Alors, les premiers signaux, ils sont souvent à bas bruit. Ça peut être simplement le fait de se sentir un peu plus fatigué. Moi, un signal que je trouve hyper important, c'est: je suis fatiguée, j'ai fait une grosse nuit de sommeil. On est vendredi soir, ma semaine a été éreintante. Vendredi soir, je fais une nuit de 12 heures. Je me réveille, je me suis couchée à 21 heures, je suis claquée. Je me réveille à 9 heures du matin, je me dis: «Waouh, j'ai récupéré de ma semaine» et puis à 10h15, je suis éclatée. J'ai qu'une seule envie, c'est retourner me coucher. Donc on a des alertes, en fait. Il y a plusieurs alertes, plusieurs types d'alertes. Tu as des exemples, justement, que tu peux donner comme type d'alerte qu'on peut avoir, justement, sur ces signaux un peu, À bas bruit? ouais, à bas bruit? Ah, il y en a plein et il y a vraiment des choses, on se dirait pas que c'est en lien. Par exemple, le mal de dents. OK. J'ai mal aux dents, je me dis: «Il faut que j'aille, prendre rendez-vous chez le dentiste». Bon, j'ai rendez-vous, il y a pas d'urgence possible. De toute façon, il y a une réunion cet après-midi, je peux pas la louper et je décale et je décale et c'est des signaux qui sont très étranges parce que souvent le mal de dents, au bout de 3 jours, il va passer comme il est venu. Donc du coup, on laisse tomber. OK. Mais tu sais, ça me fait penser aux jeux pour les enfants. Tu tapes d'un côté, ça ressort de l'autre. Ouais, OK. Voilà et on sait pas pourquoi, le symptôme, il s'en va et il y en a un autre qui prend le relais. Donc un autre que le mal de dents, ça pourrait être quoi, par exemple? Mal au dos, Donc tous ça les peut maux être qui peuvent arriver, ouais, OK. l'eczéma, c'est souvent des choses assez, psychosomatiques, de l'eczéma, des petites choses, on ne sait pas trop bien pourquoi ça vient. En plus, quand les personnes arrivent enfin à prendre rendez-vous chez le médecin, souvent le médecin, il repère pas trop de cause, tu vois? C'est pas un virus, c'est voilà, c'est le corps qui somatise, qui envoie des petits signaux. «Ça va pas, je suis fatigué, ça va pas, tu es en train de tirer sur la corde». Je me posais la question, Manuela, pourquoi ce sont des personnes qui sont très engagées dans l'entreprise qui vivent souvent les burn-out? Mmh. C'est pas souvent pour moi, c'est tout le temps. Mes petites stats là que je fais avec mes Tout le patients, temps, des personnes ouais, engagées. hyper engagés. C'est ton Kylian Mbappé de ton équipe, quoi. C'est lui qui va faire un burn-out. C'est ça qui est fou. Parce que tu dis: «Non mais lui, c'est mon champion». Mais c'est ton champion qui va se cramer. Parce que lui, il s'autorise pas à s'écouter. Alors qu'un vrai sportif, lui, il est encadré et on lui dit justement qu'il doit s'écouter. Il commence à avoir mal à la cheville, directement, c'est le kiné. Tandis que toi, ton cheval de course, ton Kylian Mbappé de ton équipe, lui, il s'écoute pas parce il est hyper loyal et il a besoin de reconnaissance. Donc, pour avoir de la reconnaissance, il essaye d'être le meilleur. Et en plus, psychologiquement, c'est des personnes qui ne savent pas s'écouter. Tu vois, qui ne s'écoutent pas parce qu'elles font passer l'intérêt de l'entreprise ou l'intérêt des collègues avant eux. D'accord, donc c'est pas une fragilité? Pas du tout. Ah, mais au contraire.
C'est les personnes les plus performantes, les plus fortes, mais justement, il faut se méfier. Qui en deviennent fragiles finalement derrière. Ben c'est l'excès de force, en fait. Tu vois, je prends souvent l'exemple d'Usain Bolt. Usain Bolt, il court hyper vite. En même temps, tu lui fais Il faire, courait, il courait. ah, il court Il court bon, je suis encore à un la petit peu, ramasse, mais vieille ref, bon. Mais tu lui fais faire la diagonale des fous, ah oui, heu, 24 et puis, en fait, à l'arrivée, autre exercice, ouais. à l'arrivée, tu le mets au 100 mètres avec moi. Ça se trouve, je le bats, alors que je sais même pas courir. Mais tu vois, il y a le côté, si tu l'épuises, si tu le crames, c'est comme tout le monde, en fait et pourtant, à la base, tu avais ton champion. C'est ça qui est dommage. Manuela, on a parlé, en off de lettres que tu, fais écrire à tes patients. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, pourquoi tu fais écrire des lettres à tes patients? Alors, c'est de la thérapie narrative. C'est hyper intéressant la thérapie narrative parce qu'on se rend compte que le lien au travail, il est presque personnifié. Et j'ai ramené une lettre d'une de mes patientes que j'ai trouvée vraiment intéressante parce qu'elle décèle, elle illustre toute la mécanique du burn-out. Donc, cette patiente, on va dire qu'elle s'appelle Marie, on va dire qu'elle a à peu près 42 ans et qu'elle était cadre dans une boîte dans le BTP. OK, Voilà, ça évidemment, marche. c'est anonyme. Je te lis la lettre. Cher travail, quand nous nous sommes rencontrés, ça a été le vrai coup de foudre. Il faut dire que j'ai tout fait pour te séduire. J'ai tout fait pour que tu m'acceptes. Lors de l'entretien d'embauche, je t'ai sorti le grand jeu. Je t'ai dit à quel point j'étais prête à tout pour que nous vivions une grande histoire tous les deux. Et t'as fait la même chose. Tu m'as aussi sorti le grand jeu. Mais avec le recul, j'ai l'impression que tu n'as pas été aussi honnête que moi. Alors par contre, les premiers mois, tout était rose. Tous les jours, j'apprenais, mes collègues étaient formidables, j'avais un vrai sentiment de reconnaissance. Et puis financièrement aussi, ça a été la grande love story. Tu m'as permis d'acheter la maison qui a abrité ma famille, et en ça, je te serai éternellement reconnaissante. Par contre, avec les années, tu ne m'as tu ne m'as demandé toujours plus. Il fallait sans cesse faire plus avec sans cesse moins. Et là, je me suis sentie trahie. Et puis, tu as eu le culot d'embaucher ta maîtresse. Véridique, dans sa boîte, soit N plus un, embaucher sa maîtresse, c'est un petit peu le coup de grâce. Ça a été véritablement la descente aux enfers. Je n'étais plus vue comme une salariée modèle. Je n'étais ni plus ni moins qu'une machine. Plus de reconnaissance, plus d'encouragement, plus de motivation, plus d'augmentation. J'avais l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Plus un humain, juste une machine. Celle qui tient envers et contre tout, celle qui vient avec 42 fièvres, celle qui bosse le week-end parce qu'il y a toujours, c'est jamais assez, celle qui bosse pendant les vacances parce que les deadlines viennent à se bousculer. Et pourtant, une fois, tu me l'as dit. Je sais que c'est grâce à toi que la boîte tient. Mais en dehors de cette dernière phrase entre deux portes, tu ne m'as plus jamais considérée. J'avais l'impression que tout reposait sur moi. J'étais une machine de guerre, mais la machine s'est enrayée. J'ai commencé à être fatiguée, très fatiguée. Et puis mon corps a commencé à me lâcher. Mais je ne voulais pas l'écouter. Mal aux dents, mal à la tête, mal aux jambes, mal aux pieds, mal aux cheveux. Elle faisait des pelades de stress. J'ai commencé à compenser par des compléments alimentaires, de la caféine, du sport, toujours plus du sport et en même temps toujours plus de fatigue. Je ne compte même plus le nombre de week-ends annulés, de fêtes auxquelles je ne suis pas allée pour être sûre d'être en forme le lundi, car j'allais avoir encore une semaine de guerrière. Je t'ai sacrifié ma vie privée, je t'ai sacrifié ma vie de couple. Combien de fois ai-je entendu mon mari me dire: Mais t'en as pas marre de travailler tout le temps, je suis là, moi. Et mes enfants que j'ai vu à peine grandir. Maman, t'es jamais là. J'ai même oublié de gala de danse de ma petite dernière. Et la seule chose que tu m'as répondu, c'est: «Oh, il y en aura d'autres, hein. T'avais qu'à mieux le noter sur ton agenda pour la prochaine fois, hein, tu penseras.» Et pour ça, je t'en veux. Je t'en veux car aujourd'hui, je suis cassée et j'arrive plus à me réparer. L'arrêt de travail, il a été pour moi une vraie déchirure. J'ai eu l'impression que j'étais devenue mauvaise, incapable, handicapée. J'ai mis des mois à l'accepter, des mois perdus à ne pas vouloir accepter que j'avais été cassée. Aujourd'hui, je réapprends à vivre. Je réapprends à profiter de chaque moment du quotidien. Je réapprends à retravailler dans des conditions sereines. J'ai besoin de reconnaissance, mais je crois qu'avec toi, c'est terminé. Il va falloir que je cherche ailleurs. Une autre histoire, quelqu'un qui me reconnaîtra. Quelqu'un qui n'aura pas pour objectif que je sois détruite, mais qui m'aidera à m'épanouir pour les 20 prochaines années. C'est marrant, j'ai l'impression que je suis en train d'écrire une lettre pour te quitter. Car oui, j'ai l'impression d'un énorme chagrin d'amour. Je t'aimais plus que tout, peut-être plus que ma famille, que mon mari. Mais aujourd'hui, je dois penser à moi. Je te dis au revoir, et pour ça, je ne te remercie pas. C'est assez poignant, hein? Je trouve même que c'est puissant, on voit bien toute la mécanique, on voit bien cet engagement, elle a tout donné pour son boulot en fait. Et on voit bien que tant qu'il y a de la reconnaissance, ça tient. Donc en fait, tous les patients que tu as font cet exercice, en tout cas une majorité, ils arrivent
à retranscrire leurs émotions comme ça sur papier? Ouais, tous mes patients qui font des burn-out, je leur fais faire cet exercice et c'est hyper puissant parce qu'émotionnellement, on voit bien toute la frustration et on voit bien que c'est pas des salariés faibles, fragiles ou qui ont pas envie de bosser, c'est l'inverse. C'est ceux qui ont tout donné, vraiment tout, jusqu'à se cramer complètement en burn-out, hein. C'est vraiment le fait de se cramer. Quand est-ce que ça bascule? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, la bascule, elle est visible par un événement qui peut apparaître comme mineur. Ça peut être, un mail, un petit conflit, mais en fait, c'est toute la descente aux enfers, c'est toute la descente qui quand ça commence à basculer qu'on ne voit pas. L'image que j'ai, c'est la batterie du téléphone. Tu sais, quand tu es à 20 Mmh. que ça se met à être en rouge. J'aime pas ça. Là, tu t'en rends mais sauf que quand tu fais un burn-out, tu t'en rends pas compte et ça vient souvent après quelques années et quand ça commence à chuter, là, tu te rends pas compte parce que tant que tu es à 20 tu fais: «Faut que je me presse, j'ai 40 coups de téléphone à passer, j'ai plus Ouais, que c'est 20 ça. de batterie, faut que je fasse tout» et là, tu y vas à fond et tu crames, tu Ah crames, oui, tu oui. crames, tu crames et en fait, tu te rends pas compte mais c'est quand la conversation coupe. Sauf que quand la conversation coupe, c'est pas une petite coupure, là, c'est une rupture totale. C'était un midi, juste avant ma pause déj, j'avais une de mes patientes et je disais: «Mais il faut vraiment vous arrêter. Là, vous êtes vraiment, voilà, à J-1 du gros craquage et je lui disais: «Mais là, vous voyez, là, c'est ma pause déj. Vraiment, ne retournez pas au travail s'il vous plaît cet après-midi, arrêtez-vous» et elle m'a dit: «Non» et je lui ai dit pour rigoler: «Vous savez, là, c'est ma pause déj. Si vous voulez, je vous enferme dans mon bureau. Je vais chercher, je vais déjeuner et vous appelez votre boulot. Vous leur dites: "Voilà, écoutez, un truc un peu étrange, ma OK. psy est partie, elle m'a Elle m'a enfermée dans le enfermé, ouais. cabinet. Mmh. Voilà, je suis coincée». Et c'est un truc de fou. Elle m'a dit: «C'est pas grave». Elle m'a dit: «Vous voyez, là, je me rends compte, il y a la fenêtre derrière. Si vous faites ça, je saute par la fenêtre, j'irai» et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les personnes n'arrivent plus à mettre leurs limites. Alors justement, pourquoi c'est si difficile de s'arrêter? Qu'est-ce qui bloque le plus? Si Parce tu qu'en devais fait, vraiment le il y a des valeurs personnelles en jeu derrière. C'est: «Je suis une salariée engagée, je suis surinvestie, c'est des valeurs auxquelles je crois, j'ai besoin de reconnaissance. Si je ne vais pas au travail, c'est comme si moi je me vois comme quelqu'un de faible. C'est comme si moi je me vois comme les personnes qui ne sont pas engagées, que je ne considère comme peut-être moins, qui par exemple vont s'arrêter parce qu'elles ont un rhume et pour moi ça c'est impossible. Donc moi, j'irai coûte que coûte. 42 fièvre, j'y vais. Faut que je passe par la fenêtre, j'y vais. Faut que j'aille à pied, j'y vais». comment on peut repérer les signaux plus tôt? Est-ce que c'est possible déjà? Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent dans l'après-coup, on se rend compte que les proches, eux, ils l'ont vu depuis longtemps. Et en fait, souvent, les proches, ils disent: «Mais je te l'ai dit 100 fois. Je te l'ai dit 100 fois que tu bossais trop. Et encore ce jour-là, tu as pas voulu venir, en week-end parce que tu voulais travailler». Et peut-être ah ouais, un truc que je trouvais hyper intéressant, c'est les activités qu'on aime faire d'habitude qui nous ressourcent. Celles-ci, on a plus le courage d'y aller. On le fait plus. Moi, par exemple, c'est la danse. Si le lundi et le mardi, je vais pas à la danse pendant ne serait-ce qu'une semaine, je me rends compte que ça va pas du tout. Donc je perds ce qui va rééquilibrer et en plus, si je n'ai plus le courage, alors que d'habitude j'adore aller à la danse, si j'ai pas l'énergie pour y aller, c'est plié. Là, je suis vraiment dans mes 20 de batterie, je commence à creuser, creuser, creuser Ouais, donc ça, et c'est ça un va très signal vite. quand même assez fort. Quand on perd un peu notre exutoire finalement, tout ce qui peut nous faire du bien à côté. On perd ce qu'on adorait faire avant. OK. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans ces cas-là, dans les solutions? Qu'est-ce que tu peux donner comme solution? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, pour essayer de pallier, ça justement? C'est intéressant parce que c'est assez complexe parce que c'est un vrai travail de Là, je parle de rééducation. l'individu, hein. Ouais, ouais, de l'individu. C'est un vrai travail de rééducation parce qu'il va falloir apprendre à s'écouter. C'est même pas réapprendre, c'est apprendre. Parce que c'est des personnes qui ne se sont souvent jamais écoutées, qui ont toujours fait passer l'intérêt global de la famille, des salariés, des collègues, de la boîte avant eux. Et c'est des personnes qui souvent ne se sont jamais écoutées. Mais elles ont tenu parce qu'en fait, elles avaient tellement de reconnaissance que le truc, il fonctionne bien. Donc, il faut qu'elles apprennent à s'écouter. Et ça, c'est une rééducation de chaque instant. Et quand je dis apprendre à s'écouter, c'est les signaux faibles, hein. C'est: «Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis en forme?» Et côté entreprise, Manuela, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire simplement pour accompagner justement les collaborateurs qui sont déjà, dans un process, de burn-out sans finalement réellement le savoir? Ouais. Alors vraiment pour les entreprises, il y a quand même une urgence. Il y a un chiffre que je rappelle toujours à mes étudiants en RH, quand on commence, la thématique du burn-out, c'est pour qu'un salarié soit hyper performant, au top de sa performance, c'est 3 ans.
Donc, tu as ton cheval de course, au bout de 3 ans, il est au top du top. Sauf qu'en fait, souvent, les signes de burn-out, ils commencent à arriver là. Et en fait, quand tu le perds, en plus, souvent, les chiffres, c'est, moi, mes petites stats, perso, c'est au moins 6 mois d'arrêt à temps plein, plus au moins 6 mois de reprise en mi-temps thérapeutique, et encore pour ceux qui y retournent. Et moi, mes stats perso, c'est seulement un tiers qui retourne sur leur poste avant, un tiers qui change complètement de poste et un tiers qui change complètement de boîte, voire de métier. Donc, t'imagines, tu as 75 de chances de jamais le revoir, en fait, ton salarié, ton cheval de course, celui sur lequel tu misais tout. Et en plus, autre chose qui est assez délétère, c'est quand ton salarié modèle, il s'écroule, le message qui est envoyé aux autres, c'est: «Oh, mais si lui, il a pas tenu, mais nous, on pourra jamais tenir». Donc vraiment, c'est vraiment essentiel de préserver ton cheval de course. Voilà. Préserver le cheval de course et ça passe par quoi comme type d'action pour une entreprise justement, pour un dirigeant, un DRH ou autre? Alors, il faut aider les salariés à s'écouter et il faut aussi peut-être arrêter de demander plus chaque année. Tu vois le côté, que les performances augmentent chaque année de manière mécanique, sans que rien ne change en termes de conditions de travail. Là, il y a un moment, il y a une aberration. Parce que la personne, le salarié engagé, il se challenge un peu, donc il veut toujours plus. Donc petit challenge, il continue, il continue. Et de temps en temps, c'est bien de dire: «Cette année, même perf, même moyen et on sera tous très contents». Tu vois? C'est arrêter de demander toujours plus. J'entends bien aussi que l'entreprise, elle se dit: «Mais finalement, si ça tient comme ça, bah, pourquoi on fait pas un peu plus pour voir si ça marche ou pas?» Sauf qu'en fait, elle est pas en train de voir si ça marche, elle est en train de tester à quelle vitesse ça va cramer ses chevaux de course. Tu vois la nuance? OK. Et concrètement, ce qu'on dit souvent, en termes de qualité de vie au travail, les paniers de fruits, les cours de yoga, c'est sympa, mais clairement, ça change pas tout. Un exemple, très concret, une boîte avec laquelle j'avais travaillé au Canada, qui bloquait l'accès aux boîtes mail, qui bloquait tout, le soir à 18 heures, le week-end et pendant les congés du salarié. Elle disait que depuis ça, elles avaient quasi plus de burn-out. Ça, c'est intéressant, tu vois? En fait, faut pas non plus que compter sur le salarié parce qu'il est tellement loyal, il a tellement envie de bien faire qu'en fait, il faut couper. Il y a un chiffre qui est intéressant, 25 des cadres, bossent pendant leurs vacances. Tu vois? C'est énorme en fait, hein. C'est un sujet que je vais aborder, très prochainement d'ailleurs, sur le fait de pouvoir couper pendant les vacances pour se ressourcer, pour la reprise. C'est hyper important et il y a pas que pendant les vacances. Le soir, pendant la nuit, il y a 25 des Français qui déclarent qu'ils dorment mal, qu'ils ont des difficultés de sommeil à cause du travail. Donc on voit bien que les gens ramènent leur travail chez eux, Trop. trop, et si tu le perds lui, tu vas en perdre beaucoup d'autres. Justement, Manuela, tu sors un livre sur la résilience que tu as sorti récemment. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que c'est, la continuité finalement du sujet. Tout à fait. Un burn-out, ça peut être un gros trauma et justement la résilience, c'est comment on fait pour réapprendre à vivre après, après un trauma, après un burn-out et donc retravailler sur ses ressources, ses compétences, acquérir de la reconnaissance, enfin tout est dans le bouquin quoi, il y a plus qu'à lire. Merci Manuela. Merci. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode d'ASAP. Si vous aussi vous avez mis en place de belles initiatives dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter à contact@azapmedia.fr. Moi je vous dis à bientôt.